Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Soutenir l'activité des PME nigérianes fragilisées par les conséquences du Covid-19, c'est la mission des banques locales en partenariat avec des lignes de crédit de la filiale secteur privé de la Banque islamique de développement. Ils nous ont apporté leur soutien et cela nous a beaucoup aidés. Nous avons pu acheter suffisamment de matières premières que nous avons utilisées pour la production pendant près de 6 mois. Générateur électrique hors de prix mais soleil à gogo, la Somalie trouve la solution pour briser le cercle vicieux de l'électricité trop chère. Nous devons encourager les Somaliens à utiliser l'électricité solaire et ses avantages. C'est favorable et bon pour l'environnement. Attention aux faux médicaments, plusieurs pays dont le Congo-Brazzaville sont toujours en proie au trafic de médicaments falsifiés ou mal dosés. Jusqu'à présent, vraiment, on fait un bon boulot. Il n'y a pas d'inconvénient. Même mes enfants, lorsqu'ils sont malades à la maison, c'est les produits que je donne. Nous, on ne paye pas les produits français parce qu'on n'a pas l'argent pour payer les produits français. Le Nigeria compte 40 millions de petites et moyennes entreprises qui emploient 80% de la population et contribuent à 50% de la croissance du pays. Au premier rang de leurs préoccupations, les difficultés à trouver des financements adaptés à leur taille et à leur capacité de remboursement. La crise de la Covid-19 a encore compliqué le dilemme, incitant les institutions de développement à travailler en partenariat avec les banques locales. Focus sur cette stratégie au Nigeria avec l'ICD, la filiale du secteur privé de la Banque islamique de développement. Regardez. Le choc massif et brutal produit par la pandémie du coronavirus et par les mesures d'arrêt d'activité prises pour l'enrayer a plongé l'économie mondiale dans la plus grave récession planétaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Les coûts humains de la pandémie du coronavirus sont déjà incommensurables et tous les pays doivent travailler pour protéger leur population et limiter les dommages économiques. 2 ans plus tard, le virus a laissé derrière lui des économies affaiblies. D'après l'Organisation mondiale du travail, on compte désormais 9 millions de chômeurs de plus en Afrique. Avec une population de 200 millions d'habitants, le Nigeria ne fait pas exception à la règle. Les petites et moyennes entreprises du pays, qui représentent plus de 50% des emplois industriels, connaissent encore des difficultés. L'intervention du gouvernement par le biais de plans de relance a permis de limiter l'impact du virus, mais pas suffisamment. Pour faire face à la situation, de nombreuses institutions financières publiques et privées ont développé des financements adaptés. C'est le cas de l'ICD, la filiale secteur privé de la Banque islamique de développement, basée à Jeddah, qui a mis en place une ligne de financement spéciale résilience Covid de 40 millions de $ pour ses partenaires locaux Jais Bank et Sterling Bank. Kano est le 2e centre d'affaires du Nigeria. La ville est restée très active pendant que la pandémie frappait fort dans d'autres parties du monde. Kura Brothers Limited est une entreprise d'agroalimentaire de taille moyenne. Elle a bénéficié d'un financement de Sterling Bank. En fait, nous avons été financés par Sterling Alternative Finance. Ils nous ont contactés au bon moment après la pandémie de Covid-19. Lorsque nous devions acheter du paddy et le stocker dans notre entrepôt pour la production, ils nous ont apporté leur soutien et cela nous a beaucoup aidés. Nous avons pu acheter suffisamment de matières premières que nous avons utilisées pour la production pendant près de 6 mois. Depuis ses débuts modestes en 2005, l'entreprise de rizerie connaît une belle croissance et participe même à l'autosuffisance alimentaire du pays. Le secteur agricole représentait 1/4 du PIB du Nigeria au 2e trimestre 2021. Des résultats obtenus grâce à l'appui d'institutions comme Sterling Bank. Nous avons examiné le marché mondial pour comprendre son comportement à cette époque.
Ce que nous avons pu découvrir, c'est qu'il y avait des capitaux bloqués dans certains marchés à la recherche d'autres moyens d'améliorer les opportunités de rendement. Nous avons examiné les problèmes rencontrés au Nigeria en termes de développement des infrastructures, de développement des personnes, de création de richesses et d'autres paramètres. L'une des réponses les plus rapides à nos questions était que ce que nous souhaitions mettre en place au Nigeria, c'était un système de financement alternatif. Pour Kura Brothers, la garantie de financement de la banque a permis non seulement de rester à flot, mais aussi de se développer et de créer de nombreux emplois. Nous essayons d'agrandir l'usine. L'espace derrière cet endroit est presque terminé. Nous avons déjà une section d'étuvage d'une capacité de 30 tonnes. Et maintenant, nous en avons construit une plus grande qui nous donne une capacité de traitement de 96 tonnes de paddy. Les projets avec ce modèle de finance alternatif rencontrent un grand succès auprès des PME nigérianes. Ils ne se limitent pas au seul financement de Sterling Bank. Jais Bank, un autre leader de la finance alternative, est également très actif dans le domaine. Contrairement à la banque traditionnelle, cela est basé sur le partenariat, le partage des risques, le partage des bénéfices et également un contrat équilibré qui peut soutenir ceux qui sont particulièrement au bas de la pyramide. Mais les activités de financement alternatif sont-elles viables dans un environnement à haut risque? Les deux banques sont organisées pour s'assurer de la bonne utilisation des fonds alloués à leurs clients. Pour nous, à Sterling Bank, nous avons un accord ferme qui implique une gestion des relations avec notre client. En matière de suivi, nous nous assurons d'avoir sur place les responsables des garanties et les inspecteurs. Ils inspectent ce qui sort de l'entreprise pour s'assurer et garantir les rentrées de fonds. La finance islamique, grâce à sa structure propre, dispose d'un atout comme moyen de base de transaction. L'argent que vous fournissez à vos partenaires sera appliqué à une transaction spécifique. Donc l'idée de diversion ne se pose pas. Dès lors, on comprend mieux le succès de la finance islamique. Mais ces banques seront-elles capables de répondre à la demande et d'élargir leur champ d'action? À l'avenir, nous verrons l'institution se diversifier et veiller à ce que nous fournissions à nos clients des services complémentaires sans intérêt, conformes à la finance islamique. Nous avons l'intention de nous développer en termes d'activité et de certains aspects bancaires pour devenir un pionnier dans notre économie. Je crois qu'avec le partenariat que nous avons avec l'ICD, nous avons la possibilité d'intensifier ce partenariat et d'augmenter ce type de panier de financement. Selon la Banque mondiale, le Nigeria, qui était entré en récession en 2020, est maintenant en train de rebondir. La croissance de la troisième économie d'Afrique a été de 1,8% en 2021 et l'institution prévoit 2,2% pour 2022. Ainsi, malgré les défis qui subsistent, il semble bien que les efforts du pays pour soutenir ces PME portent leurs fruits. Cela a été un énorme succès pour Vivatech 2022. L'événement Startup et Tech numéro 1 en Europe a attiré ce mois-ci
3 fois plus de participants à Paris que les éditions précédentes, avec 91 000 visiteurs en présentiel et une dimension internationale qui s'affirme. Le pavillon Africatech a vu pour la première fois la présence de l'Égypte et de la Mauritanie. Les tout nouveaux prix Africatech ont récompensé 3 startups. Oui, centre spécialisé dans la gestion des déchets électroniques, la plateforme de prestations pharmaceutiques Shefa et la fintech d'assurance Click2Sure. Et alors que les startups du continent veulent révolutionner le mode de vie des Africains, la question du déficit énergétique est à l'ordre du jour. Selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, 25 millions d'Africains de plus qu'avant la pandémie vivent aujourd'hui sans électricité. Mais l'agence note que la nouvelle emphase sur les énergies renouvelables offre de meilleures chances à l'Afrique. Un exemple criant, le continent détient 60% des meilleures ressources solaires disponibles, mais seulement 1% de la capacité photovoltaïque mondiale. L'AIE suggère aux banques de développement de cibler ces secteurs. Et justement, en Somalie, la Banque mondiale estime qu'11 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Les générateurs alimentés au diesel sont la première source d'une énergie parmi les plus coûteuses au monde, autour d'$1 le kilowattheure. Mais aujourd'hui, grâce à une centrale solaire établie en bordure de la capitale Mogadiscio, ces coûts ont fortement reculé, un véritable coup de fouet pour l'économie locale. Regardez. L'accès à l'électricité est un vrai défi pour de nombreux habitants de Mogadiscio. Le coût n'est pas seulement prohibitif, les Mogadisciens paient aussi le prix fort en termes de santé et de confort. Le hurlement quotidien d'énormes générateurs diesel émettant une épaisse fumée, des factures d'électricité élevées, c'était vraiment intenable pour beaucoup d'entre eux. Et aujourd'hui, un nouveau projet d'énergie solaire lancé par Beko Lightning Company à Mogadiscio transforme progressivement la production et les coûts énergétiques. Beko a été lancé en 2014. À cette époque, toute la ville n'avait pas de système électrique. Ce que je veux dire par système électrique, tout était à basse tension. En ce moment, nous avons un système 11 kPa, un système 33 kPa, des sous-stations presque comme n'importe quel autre fil du monde. Le diesel est cher, le solaire est beaucoup moins cher, donc l'une des raisons pour lesquelles nous sommes intéressés à investir dans l'énergie verte, c'est tout simplement un bon business parce que nous avons plus de 3000 heures d'ensoleillement par an. La société basée à Mogadiscio a récemment signé un contrat de 30 millions de dollars pour générer 35 MW. Cela comprend 25 MW à partir de l'énergie solaire et 10 MW à partir de la batterie. L'entreprise exploite également 500 transformateurs pour augmenter la distribution de l'énergie. Grâce à ces investissements, le projet solaire a déjà apporté une énorme amélioration au quotidien des habitants. Nous avions l'habitude de commuter ici plus de 5 générateurs lourds qui produisaient 5 MW et ils étaient très bruyants tout en polluant l'atmosphère. Aujourd'hui, l'accès à une électricité fiable et bon marché est devenu une réalité pour de nombreux ménages. Et les consommateurs professionnels, comme les hôtels, qui souffraient de frais fixes élevés en raison d'une électricité coûteuse, ont vu leurs dépenses mensuelles baisser considérablement. Beko nous fournit actuellement l'électricité la plus fiable et la moins chère de la Somalie, et elle est toujours disponible. Le prix de l'électricité est moins cher qu'avant. Auparavant, je payais plus de 600 $ pour l'électricité dans mon entreprise. Mais maintenant, les tarifs ont baissé. Je paye moins de 200 $ avec de l'électricité puissante. Avant Beko, le tarif était de 1,20 $ par kilowatt et avec cela, nous ne pouvions pas utiliser de machines lourdes pour les activités hôtelières à cause de ce tarif. Après avoir installé le système solaire, nous avons la possibilité d'obtenir une électricité fiable et puissante avec un tarif de 0,20 $ par kilowatt. Maintenant, nous utilisons toutes les machines pour faire fonctionner nos services hôteliers. Vous savez que le plus grand défi en Somalie en matière d'énergie verte, je peux dire, c'est la finance.
Le plus gros problème auquel nous sommes confrontés est le financement international par les financements locaux, comme nous utilisons la Salam Somali Bank ici en Somalie. Mais si nous essayons de traiter avec les entreprises internationales et des banques internationales, nous rencontrons beaucoup de problèmes parce que vous savez, dès qu'ils entendent la Somalie, c'est un non catégorique. Ils ne viennent pas ici et c'est le plus gros défi. La banque Salam Somalie est la première banque islamique établie dans le pays pendant la période la plus chaotique de l'histoire récente de la Somalie. Ce projet d'énergie solaire est colossal et c'est l'un des plus gros investissements mis en œuvre par la Salam Somali Bank. C'est un projet en cours et nous estimons un investissement de plusieurs millions de dollars. Selon une étude de la Banque africaine de développement, la Somalie a un potentiel d'énergie solaire de plus de 2000 kWh par mètre carré. Cela contraste cependant avec le fait que seulement 16% de la population a accès à l'électricité. Nous devons encourager les Somaliens à utiliser l'électricité solaire et ses avantages. C'est favorable et bon pour l'environnement. Je veux dire que la Somalie est confrontée à la sécheresse et aux inondations, et ceci dû au manque de respect de l'environnement. Les principaux défis liés à l'utilisation de produits propres et verts en Somalie sont le manque de connaissances sur l'énergie verte, car ils ne le savent pas souvent. Il faut du temps pour le présenter. Pour Beko, l'objectif ultime est d'éliminer progressivement les groupes électrogènes diesel et d'adopter des options plus propres et plus vertes. L'énergie solaire est en tête de liste. Cette orientation permettra non seulement d'alléger le fardeau des frais généraux d'électricité élevés, mais contribuera également à réduire la pollution de l'environnement. Lorsque nous aurons terminé ce projet solaire, nous réduirons la dépendance aux générateurs diesel et nos clients profiteront d'un prix très bas pour notre électricité. Comme vous le savez, lorsque nous utilisons le diesel auparavant, le prix était toujours très élevé. Avec plus de 3000 heures d'ensoleillement par an, l'investissement dans l'énergie solaire en Somalie peut être une entreprise rentable et une voie sûre vers l'énergie verte. Cependant, l'accès limité au crédit, les investissements internationaux réticents et les problèmes de sécurité risquent de freiner cette transition massive vers l'énergie solaire. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Les diamants ont fait beaucoup parler d'eux la semaine dernière au Botswana. C'est là que se tenait une conférence du processus de Kimberley au sujet de la certification des diamants. La Russie, soutenue par la Biélorussie, la République centrafricaine, le Kyrgyzstan et le Mali rejettent un élargissement de la définition des diamants de conflit. Elle était jusque-là restreinte aux groupes rebelles et le changement viserait les exportations russes. Les sanctions occidentales contre le russe Alrosa, premier producteur mondial, font grimper les prix mondiaux des diamants. 292 millions de dollars vont être injectés dans la banque d'import-export du continent africain Afreximbank pour accélérer son développement numérique. Lors des assemblées annuelles d'Afreximbank en Égypte, les ministres des Finances africains se sont félicités de la bonne santé de l'institution financière en insistant sur la création récente du Fonds pour le développement des exportations en Afrique et sur la prochaine priorité, limiter les importations pharmaceutiques du continent. Et justement, un pas de plus vers cette indépendance africaine à l'égard des médicaments. Après 5 jours de négociations difficiles avec 164 pays membres, l'Organisation mondiale du commerce dirigée par la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a remporté des accords très importants, parmi lesquels la facilitation du commerce des biens médicaux dans le contexte d'une pandémie et la levée temporaire des brevets des vaccins Covid destinés aux pays en voie de développement. Et rappelez-vous, la pandémie du Covid-19 avait été l'occasion d'assister à une nouvelle prolifération de faux médicaments. L'Organisation mondiale de la santé avait alerté contre la circulation d'antipaludéens falsifiés. De fausses présentations de chloroquine avaient été signalées dans certains pays. Les experts s'inquiètent que les pays les plus fragilisés soient toujours particulièrement ciblés par les trafiquants. Exemple au Congo-Brazzaville. Reportage Judicaël Moussirou à Pointe-Noire.
Nous sommes dans le premier arrondissement de Pointe-Noire, au Congo. À quelques mètres de là, le marché dit de la frontière. Ici arrivent des marchandises en provenance du Cabinda, enclave située entre la frontière du Congo et de l'Angola. Devant notre caméra, un taxi se gare. On le décharge. Chacun se sert comme il peut. On décide de suivre cet homme, mais notre initiative n'ira pas loin. Notre présence dérange. On finit par rencontrer Antoine, son métier, vendeur de médicaments contrefaits. Une activité illégale qu'il exerce depuis 7 ans pour subvenir aux besoins de sa famille. Jusqu'à présent, vraiment, on fait un bon boulot. Il n'y a pas d'inconvénient. Même mes enfants, lorsqu'ils sont malades à la maison, c'est les produits que je donne. Nous, on ne paye pas les produits français parce qu'on n'a pas l'argent pour payer les produits français. C'est trop cher. Nous, on se débrouille avec ça. Un sirop, par exemple, un intuitif que je vous montre, par exemple, qui coûte au moins 2000 et quelques à la pharmacie. Mais si chez nous, si tu as 1000 francs, 800 francs, tu peux acquérir ça. Dans cet immense marché, 70% de la population achète ces faux médicaments à des prix défiant toute concurrence. Rien qu'à Pointe-Noire, ce trafic représente 20 à 25% du marché du médicament national. Et face aux pharmaciens qui dénoncent leur présence, les vendeurs revendiquent leurs droits. Nous leur disons, si leurs produits pharmaceutiques ne marchent plus, ils doivent fermer. Comme ils sont en train de vendre, ça veut dire qu'ils fonctionnent. D'autres personnes ici à Pointe-Noire préfèrent acheter chez eux. Chacun de nous doit s'occuper de son propre business et c'est tout. Pourtant, tous ces médicaments sont exposés à la chaleur ainsi que la poussière. Malgré les risques, les clients achètent. Au point de vue prix, ça rend des services à des personnes qui, en partant dans les pharmacies, ils ont un cas devant un cas flagrant de force majeure, ils n'arrivent pas à trouver la somme nécessaire. Quand ils arrivent ici, ils négocient et ils trouvent les produits. Et les mêmes produits portent aussi guérison. Mais comme les pharmacies payent, les produits payés à la pharmacie, en fait de compte, c'est Dieu qui décide. Quand on dit que c'est votre jour, quel que soit là où vous avez payé, s'il faut partir, vous partez. Voilà. Changement de décor. Dans cette pharmacie, plus de 250 patients viennent se procurer les médicaments. La conservation se fait dans de bonnes conditions, contrairement à ce qui se passe dans la rue. Alors, je vous amène dans le fond du magasin, là où se trouvent tous les produits à usage externe. Donc, là-dedans, on a les ampoules, on a les sachets et on a les sirops. Donc, dans une pharmacie, tout est rangé par ordre alphabétique. Donc, vous verrez que c'est toujours commencé. Ça commence toujours par A. Ici, le premier produit, c'est là. Alors, il y a des produits qui ne se conservent qu'au frigo, tels que les vaccins, l'insuline. Ça, on ne peut les conserver qu'au réfrigérateur. Donc, nos produits sont conservés là. Nos vaccins sont conservés ici. Les pharmaciens estiment qu'un médicament sur 5 vendu dans la rue est périmé. Ces produits entraînent souvent des effets indésirables pour les usagers. Ce phénomène reste présent dans plusieurs pays africains. Après l'accord de Cotonou de 2009 qui avait lancé la mobilisation d'une trentaine d'États contre le trafic de faux médicaments, l'initiative de Lomé, signée en janvier 2020, a voulu aller plus loin en uniformisant les sanctions pénales dans les juridictions nationales ou encore en mutualisant renseignements et bonnes pratiques. Et c'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi celles et ceux qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 579, tous à vos crayons. Écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Quel est le montant de la ligne de financement résilience Covid de l'ICD au Nigeria? 20 millions de $, 30 millions de $, ou 40 millions de $? Deuxième question. Quel est le tarif d'électricité de la centrale solaire de Mogadiscio? 1,20 $ le kilowatt, 0,5 $ le kilowatt ou 0,2 $ le kilowatt? Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com à la page replay, répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et les réponses bien sûr. Le gagnant recevra 150 $. Rendez-vous sur notre site Africa en Air à la page replay pour les modalités.
Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 578. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question, combien de personnes étaient employées par l'industrie du textile au Ghana dans les années 70? Réponse, 30 000 personnes. Deuxième question, que doivent faire les nouveaux utilisateurs de GouraRide? Réponse, télécharger l'appli GouraRide. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai Serge Boubda, le président de la solution de paiement Dioul. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaonline.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.